À une lettre près, je pense que c'est dommage que la dyslexie ne soit pas glissée là-dedans, mais voilà, que le sexe faible, dit faible, il est tellement faible qu'on lui en demande beaucoup plus. C'est dommage qu'on ne l'ait pas appelé le sexe fiable. Voilà, je trouve que ça aurait ramené les choses ailleurs. L'action, c'est le pouvoir de changer les choses. On devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants. On est à 17%. On devient femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, c'est pas un but. C'est Madame la Présidente. Bonjour Valérie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation avec un grand oui. Je suis ravie de t'accueillir pour entendre ta vision sur le pouvoir au féminin. Nous allons nous tutoyer parce que nous nous connaissons bien, puisque j'ai eu la chance de suivre le parcours de certification de coaching au Centre international du coach, dont tu es la dirigeante associée. Tu es également présidente du SFAPEC, syndicat français du coaching, et tu as également cofondé le premier observatoire des pratiques professionnelles du métier du coach et la première bourse à l'innovation. Et tu fais partie des 15 maîtres coach, co-écrivaines du livre L'art et la pratique du coaching professionnel avec 12 autres femmes et 2 hommes. Tu es donc présidente, cofondatrice, dirigeante associée et même maître. Avec tous ces titres, j'avais très envie de connaître ta vision sur ce qu'être une femme dans les sphères du pouvoir. Alors, du coup, première question, qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie de participer au podcast ? Écoute, Nelly, très sincèrement, ce qui m'a donné envie, c'est ton accroche avec cette ambiguïté des femmes au pouvoir qui finissaient sur le bûcher. Et je me suis dit qu'effectivement, sur l'aspect métaphorique, en tous les cas, de cette expression-là, c'est bien souvent que nous montons sur des barricades et que nous croisons quelques fers et qu'effectivement, la notion de bûcher m'a interpellée. Ouais, c'est vraiment ce qui m'a motivée. Et puis après, en creusant un peu plus le sujet, l'opportunité de partager un parcours qui n'est que mon parcours et certainement pas le parcours à suivre. Tu parles de barricade. Qu'est-ce que tu veux dire par barricade ? Cette notion de barricade, au-delà peut-être de l'aspect conjoncturel par rapport à ce qui se passe en ce moment, c'est la notion de combat véritablement, de sortir des sentiers battus, de sortir des endroits où nous nous plaçons, où nous sommes placés, et que par conséquent, c'est cette idée de revendication, c'est cette idée de prendre sa place, c'est cette idée de pousser un peu les murs dans lesquels nous voulons nous enfermer parfois, ou parfois dans lesquels, et c'est peut-être là le pire des sujets, nous nous enfermons nous-mêmes. Voilà. C'est quelque chose que tu as vécu, ça, d'être enfermée toi-même ? Alors pas tellement, parce que j'ai très vite constaté que ça m'insupportait, donc très vite je suis sortie des étiquettes, alors au profit d'autres étiquettes, puisque plus jeune, ayant un peu de caractère, forcément j'étais qualifiée ayant du mauvais caractère, parce que chez un garçon, c'était plutôt du tempérament. Chez une fille, c'était plutôt un garçon manqué. Donc voilà, je glissais d'une étiquette à une autre. Mais celle-ci m'allait mieux, puisque en tous les cas, je le dis maintenant, aujourd'hui, avec beaucoup de recul, mais à l'époque, j'en avais pas forcément conscience. Mais en tous les cas, elle me permettait des comportements sous couvert d'être un garçon manqué. J'avais le droit finalement à me comporter comme j'avais envie de me comporter. Et puis, j'ai envie de dire, à chacun ses étiquettes. Voilà. C'est quoi les faits marquants de ton parcours ? Qu'est-ce qui ont été pour toi les faits marquants qui t'ont mené là où tu es aujourd'hui ? Alors, je pense que ce qui a été marquant, j'ai très vite fait de la compétition en équitation et très vite, par chance, c'est un sport mixte. C'est un des rares sports dans lesquels les hommes et les femmes concourent dans les mêmes catégories. Et j'ai trouvé ça plutôt agréable, cet esprit à la fois de compétition, mais par rapport à soi-même, de l'alliance avec un animal. Voilà, donc je trouve que c'était quelque chose d'intéressant. Donc, ce qui a commencé à me structurer véritablement, c'est ce parcours de compétition au niveau de l'équitation. Et puis après, j'ai fait des choix d'études qui étaient pas forcément là aussi évident en tant que femme, puisque j'ai un DEA en transport et logistique, où je me suis retrouvée dans des sessions. Alors, DEA, ça parlera pas forcément plus jeune, mais je dirais Master 2 aujourd'hui, si je veux actualiser la formation,
Master 2 en transport et logistique. Et là, je me suis retrouvée avec des promos plutôt masculines. Et c'était aussi intéressant d'être dans une forme de minorité. En tous les cas, voilà, ça amenait une différence qui pouvait être un levier. Donc ça, c'est un autre élément marquant. Et puis après, ce qui a été marquant aussi, très vite, quand je suis rentrée dans le monde du travail, j'ai commencé dans la logistique, très vite, en stage, on m'a demandé de préparer un café et de faire des photocopies. J'ai dit là, ça va pas bien se passer. C'est l'avantage du mauvais caractère, c'est de le dire. Et du coup, alors, voilà, j'ai fait un café, mais comme jamais, j'ai mis la moitié c'était à l'époque, il y avait des cafetières à filtre, j'ai mis la moitié du paquet dans le filtre, donc personne n'a pu le boire. Et j'ai été exemptée de devoir refaire le café. Et sur le côté photocopie, là aussi, je me suis débrouillée pour faire des jolies copies de travers. Voilà, donc en envoyant le message, en disant c'est la première et la dernière fois. Donc très vite, une étiquette, voilà, une réputation c'est faite. Et c'est une bonne chose. Et c'est une bonne chose parce que, voilà, moi, j'avais pas envie de rentrer, de suivre d'autres chemins que ceux que j'avais décidé de suivre. Ça t'apporterait préjudice, le café et les photocopies ? Alors peut-être, je ne sais pas, parce que je peux pas rembobiner l'histoire, mais en tous les cas, ça m'a confortée dans l'idée, et ça n'a pas changé depuis, dans l'idée de jamais rien laisser passer. Pour moi, il n'y a pas de petit sexisme ordinaire sous couvert de « Ah, mais t'as pas d'humour » ou ceci, cela. Non, moi, j'ai zéro tolérance par rapport à ça. Et je crois que j'ai plutôt eu raison. J'ai eu plutôt raison d'agir comme ça. D'abord pour moi, pour ma santé mentale, pour le fait aussi de me regarder tranquillement dans la glace. Et puis quand je regarde ma vie là, à l'aube d'un changement de décennie, je me dis c'est pas si mal. C'est pas si mal. Alors comment tu fais pour ne rien laisser passer ? Parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde, non ? C'est peut-être pas évident, mais en tous les cas, pour moi, c'est vital. Ok. Donc, poser comme ça, effectivement, c'est comme demander à quelqu'un comment tu fais pour respirer, quoi. Bon, c'est important de travailler sa respiration pour gagner, effectivement, en capacité respiratoire. Mais c'est vraiment vital. C'est vraiment vital. Est-ce que tu as des exemples face à des situations, par exemple, d'humour sexiste, disons-nous ? Même si je suis d'accord avec toi que ce n'est en général pas vraiment de l'humour. Comment tu fais face à ce genre de situation ? Je me souviens d'une anecdote où je déjeunais avec un décolleté, puis la vie est ainsi faite que je me retrouve en face de quelqu'un qui a un regard un peu plongeant dans mon décolleté. Quand il croise mon regard, je lui demande comment va sa femme. Par exemple. Donc c'est des recadrages comme ça. Alors, voilà, j'en fais pas non plus un mouvement militant et féministe à chaque fois, mais en tout état de cause, je me permets de rappeler, et aujourd'hui le cadre légal a bougé là-dessus, et effectivement je me permets de rappeler qu'il y a des délits de harcèlement de rue, il y a des délits, un certain nombre d'éléments comme ça qui me permettent de reposer un cadre si ça devait être nécessaire. Tous ces éléments-là t'ont amené à faire ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire que ce sont ces éléments qui font la dirigeante associée, cofondatrice, etc. Tu es aujourd'hui, c'est fondateur dans tes choix après professionnels par la suite ? Oui, je crois que c'est fondateur parce qu'effectivement, si la route qui m'était proposée ne me convenait pas, je construisais ma propre route. Et je pense que pour avoir cofondé, co-créé, coécrit, d'abord, ce sont des aventures collectives. Ça, c'est aussi un marqueur important parce que voilà, je trouve qu'une aventure solitaire est pour moi pas très intéressante. Enfin, ça me met pas des étoiles dans les yeux, donc c'est plutôt une aventure collective. Que j'aime bien la mixité, donc c'est souvent des aventures collectives quand c'est possible qui mixent hommes-femmes, parce que je trouve qu'il y a des points de vue dans la diversité qui sont intéressants. Et c'est cette idée de se dire, oui, si la route ne nous convient pas, traçons la route qui nous convient. Et ça, c'est ce qui permet aujourd'hui de se dire, oui, j'ai cofondé un certain nombre de structures, je suis dirigeante associée aujourd'hui d'une autre. Voilà, c'est fondé également, mais voilà, c'est cette idée de tracer sa propre route si la route qui nous est proposée ne nous convient pas. Et la route qui t'était proposée dans le monde salarial quand tu as commencé ne te convenait pas apparemment ? Non, elle ne me convenait pas parce que j'étais dans différentes structures où au bout d'un moment, un grand classique, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, voilà, jusqu'à un certain niveau d'évolution dans l'organisation,
C'est assez mixte, c'est assez paritaire. Et puis dès que l'on monte un tout petit peu plus haut, sur des directions régionales, par exemple, auxquelles j'aurais pu prétendre, très vite, là, pour le coup, les strates deviennent de plus en plus masculines. J'ai vite pris conscience aussi que parfois, il y a des combats, je ne veux pas dire qu'ils sont perdus d'avance, mais en tous les cas, j'avais pas envie d'être Don Quichotte, j'avais pas envie de me battre contre ces moulins avant là, et j'ai préféré mettre mon énergie à construire autre chose. Voilà. À quel moment tu t'es dit ça exactement ? Je devais avoir 25-26 ans. 25-26 ans. Il y a un événement... J'étais dans une structure, effectivement, j'y travaillais depuis 2-3 ans, 3-4 ans, et une personne venait d'être promue à proximité du comité de direction, et c'était quelqu'un, mais sans aucune compétence, et c'était su, on savait très bien que cette personne n'avait pas de compétences, en tous les cas pour le poste sur lequel elle venait d'être promue, et là je me suis dit, ça va pas, je peux pas rester dans des environnements qui sont sur une promotion de cet ordre-là, sans que ce soit une promotion à la fois à la compétence, au potentiel de développement, mais que ce soit des promotions parce que il y a une question de genre qui se pose, donc ça c'était juste pas ok pour moi, quoi. Qu'est-ce qui te faisait dire que les compétences n'étaient pas bonnes ? Qu'est-ce qui remettait... Pourquoi pas les bonnes compétences pour cette personne ? Parce que c'était vraiment su. C'est quelqu'un qui avait un grand talent de délégation, qui faisait beaucoup faire les choses aux autres, qui avait un talent aussi pour récupérer le travail fait par les autres, mais qui concrètement devait délivrer un certain nombre d'éléments, était jamais au rendez-vous. Et de la hiérarchie qu'il a promue, et des collaborateurs que nous étions à l'époque et qui produisions le travail. Donc... Voilà, il n'y avait pas de... Peut-être que le terme de compétence est un peu dur, mais en tous les cas, c'est pas quelqu'un qui bossait, quoi. C'est clairement pas quelqu'un qui bossait. Comment tu expliques que ça se savait ? Parce que c'est toujours ça que je trouve surprenant, c'est-à-dire que la personne ne soit pas compétente et promue. On pourrait dire, on est passé à côté de quelque chose. Mais là, ça se savait, et malgré tout, il a été promu. Est-ce que tu l'expliques ? Probablement à l'époque, puisque je parle de ça, j'avais 25-26 ans, donc ça fait quelques décennies maintenant. Je pense que franchement, c'était à la fois un homme avec une certaine aura, un peu d'éloquence. Je pense que voilà. Et puis il n'y avait pas d'envie de forcément rééquilibrer les choses ou les rendre plus justes. Je pense que ça, la notion d'équité, la notion de justice, c'est pas forcément quelque chose. Qui mobilise les foules. L'intérêt général, ça mobilise rarement les foules, je trouve. Qu'est-ce que tu as traversé de plus dur dans ton ascension professionnelle ? Ce que j'ai traversé de plus dur, principalement dans le cadre de la fondation, la co-création du Centre international du coach, c'est d'avoir ouvert la voie de la reconnaissance de la formation avec une autre structure en 2012, et de ne pas avoir su suffisamment communiquer sur cette avancée-là pour se faire doubler par d'autres qui, en 2015, ont vraiment beaucoup mieux agi que je n'ai pu le faire en termes de communication. Et j'ai trouvé ça relativement dur parce que c'est venu toucher vraiment cette dimension d'injustice, aussi cette dimension d'ego que j'assume complètement. Et ça a été quelque chose d'assez dur. J'ai mis pas mal de temps à le digérer, et le fait d'en reparler comme étant probablement l'événement le plus sensible, en tous les cas, de mon évolution professionnelle, fait que j'ai vraiment été blessée par ça. Vraiment été blessée par ça. Blessée par qui, du coup ? Par le fait que d'autres s'approprient une antériorité qui n'est pas, par le fait que d'autres transforment la réalité des faits. Voilà, ça c'est vraiment pour moi quelque chose qui a été difficile. Voilà. Avec le recul, qu'est-ce qui fait, tu penses, que tu as laissé faire, en fait, ou que ça s'est passé, en tout cas ? Alors, j'ai pas vraiment laissé faire, puisque en interne, dans le microcosme professionnel dans lequel c'était, j'ai porté ma voix, et j'ai payé relativement cher
Le fait de rester droite dans mes bottes, si je peux reprendre cette expression-là, un peu militaire, mais voilà, ou cavalière en tous les cas. Le fait de rester droite dans mes bottes, ça m'a coûté relativement cher en termes d'énergie. Je suis pas sûre encore que l'addition soit complètement payée parce que ça laisse des traces, que c'est dans un environnement où il y a relativement peu de personnes. On est une quinzaine, une vingtaine, voilà. Donc forcément, ce sont des mémoires qui sont toujours vivantes, voilà. Donc ouais, non, je pense que j'ai pas laissé faire. J'ai payé le prix. Ouais, est-ce que ça en valait vraiment la peine ? J'ai envie de dire oui, parce qu'aujourd'hui, je continue à me regarder droit dans la glace. Il y a pas de sujet. Maintenant, c'était quand même un prix extrêmement élevé. Ouais. En termes d'énergie, c'était élevé. En termes d'énergie. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait de porter ta voix ? Tu m'as dit, j'ai porté ma voix. C'est toujours, pour moi, une question d'espace de liberté. Je trouve qu'il n'y a pas pire que de se censurer soi-même. C'est donner caution aux autres que de se censurer soi-même, je trouve, sur des choses qui ne sont pas justes, en l'occurrence. Et mon espace de liberté, mon intégrité, est que, ok, avec l'âge, j'ai changé un peu les modalités d'expression, j'ai mis quelques rondeurs. Pour autant, je change pas le fond de ma pensée. Et oui, ça reste pour moi important de porter cette voix-là. En tous les cas, la mienne, c'est vraiment une question d'intégrité. C'est vraiment une question d'intégrité. Si c'était à refaire, ce que je changerais, c'est peut-être le volume, c'est peut-être la tonalité, c'est peut-être le côté qui était extrêmement anguleux et relativement peu nuancé de l'époque. Probablement le chemin par lequel il était nécessaire que je passe. Mais je ne changerais pas le fait d'avoir parlé. Je ne changerais pas ça parce que, encore une fois, les plafonds de verre sont ceux qu'on veut bien nous aussi cautionner. La censure, pour moi, l'autocensure, c'est pire que la censure. Parce que la censure, au moins, on peut se battre. L'autocensure, le poison est ingéré. Là. Pour moi, ce serait vraiment extrêmement toxique. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Déjà, il y a un truc qui me marque. C'est que tu utilises les terminologies qui sont baisser la tonalité, porter des rondeurs, enfin, mettre des rondeurs, etc. Finalement, et toujours dire les choses, mais de façon plus discrète, si je peux me permettre le terme, en tout cas moins fort. Alors, je peux un peu vu le milieu du coaching, j'ai vu certains directeurs, pour le coup, dirigeants, crier très fort. Du coup, je me pose la question de pourquoi est-ce que c'est ce que tu ressens ? Tu dis finalement, c'est des rondeurs, une question de tonalité de voix, de parler moins fort. Pourquoi c'est ça, cette réponse ? Parce que l'important, c'est d'être entendu et d'être audible. Ok. Et que dans les règles du jeu, si je décide de jouer cette partie-là, il y a des règles du jeu. Et les règles du jeu, c'est même pas caricatural ce que je vais dire, c'est qu'un homme qui parle fort, puisque tu citais des directeurs, un homme qui parle fort, c'est un homme qui a du caractère et du tempérament, c'est normal, c'est un guerrier, tout va bien. Une femme qui parle fort, pour avoir travaillé dans d'autres univers, c'est quelqu'un qui est pas loin d'être dans l'hystérie. On pourrait débattre là-dessus des heures et je suis pas sûre que ça fasse avancer grand-chose. Donc l'idée, c'est toujours cette dimension de rejoindre l'autre dans son univers, dans ses représentations, et dans son univers et dans ses représentations, pour être audible, crédible, entendu, il est plus important de poser une voix, pour le coup extrêmement basse, qui va contraindre à tendre l'oreille, qui va contraindre à porter son attention, et être très parcimonieuse dans le choix des mots, enfin d'être précise dans le choix des mots, d'être à l'économie dans le nombre de mots pour avoir un maximum d'impact. Et là où, pour moi, il est important, si je devais le refaire, de changer, ce qui est important, c'est le résultat en fait, c'est l'impact. Et l'impact, je pense, aurait été beaucoup plus marquant avec un mode un tout petit peu différent. Pour s'adapter à l'interprétation des autres, c'est ça que tu dis ? Ouais, pour les rejoindre dans leur univers, dans leur représentation, voilà, dans leur croyances, dans leur schéma, dans leur stéréotypes. Enfin, voilà, un peu. C'est juste pour dire que j'ai du vocabulaire.
Alors, je t'avoue, moi, en t'écoutant, que je me dis ça doit coûter beaucoup d'énergie, tout ça. Mais peut-être pas. Surtout que tu as parlé de coût d'énergie, parce que du coup, il y a beaucoup de contraintes dans ce que tu dis. Il y a le fait de s'adapter, le fait de prendre en compte l'interprétation de l'autre et ses stéréotypes. Comment tu gères cette énergie ? Alors, en fait, j'ai envie de dire, tout coûte de l'énergie. Ok. Laisser faire me coûte de l'énergie, faire me coûte de l'énergie. Donc, je fais le choix de quelle énergie ai-je envie de mobiliser. Ok. Et ça me coûte moins de mobiliser énergie de type construction, m'adapter, rejoindre l'autre sur sa colline dans son cadre de référence, faire ce que j'ai à faire pour moi pouvoir m'exprimer et faire passer le message qui est important pour moi. Après, l'autre, il le reçoit pas. Ça va dépendre effectivement des contextes et des enjeux, mais voilà, c'est pour moi, c'est encore une fois cette notion d'intégrité qui est essentielle. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu mets derrière l'intégrité ? Le fait d'être en cohérence entre ce que je peux dire, ce que je peux faire et ce que je peux penser. Cette congruence-là, elle est vraiment structurante et une vraie colonne vertébrale. Et je n'ai pas envie de commencer à négocier avec moi-même et de trouver des jolis biais de rationalisation. Non, j'ai pas fait ci parce que cela, il y avait trop de monde. Non, j'ai juste envie de dire, ok, je l'ai pas fait parce que j'ai pas eu le courage de le faire. Ok, d'accord. De quoi aurais-je eu besoin pour oser le faire et voilà, construire plutôt les choses comme ça. Tout à l'heure, tu as parlé de censure, d'autocensure, de plafond de verre et de son propre plafond de verre, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que tu entends par là ? Où est-ce que tu mets le curseur de différence ? Quand est-ce qu'on sait en fait finalement qu'on s'auto-censure ou que c'est la censure ? Ou alors qu'on s'auto-met un plafond de verre ou qu'il y a un plafond de verre ? Alors, sur la censure, c'est assez simple. Il y a des choses qui sont interdites. Voilà, donc ça là-dessus, c'est référence externe, c'est assez simple. Sur l'autocensure, c'est moi l'antidote que j'ai trouvé, c'est de me dire qu'est-ce qui m'en empêche ? Je me pose systématiquement cette question. Ok, je vais pas là, ou je fais pas ci, ou je fais pas ça. Qu'est-ce qui m'en empêche ? Et selon la nature de la réponse, effectivement, et en toute honnêteté avec moi-même, je veux dire, là, je suis en train de me censurer. Donc, ça devient de l'autocensure. Je suis en train de me censurer. Est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller ou pas ? Voilà, je passe à la moulinette une deuxième série de questions. C'est principalement comme ça que je vérifie dans mon propre cadre de référence ce qui relève chez moi d'un plafond de verre, quoi. Crois-tu pour autant que les vrais plafonds de verre existent, du coup ? Ah oui. Enfin, pour accompagner un certain nombre de dirigeants ou de dirigeantes, et ça, c'est pas une exclusivité féminine. Il y a des plafonds de verre, des limites que chaque humain peut se fixer. Voilà, qui sont le reflet d'un parcours, d'un cadre de référence, de croyances et autres. Oui, il y en a tout un tas qui existent. Ouais. Alors, je parlais pas du coup de ses propres plafonds de verre. Je parlais des plafonds de verre de société, finalement. Tu disais, tu accompagnes des dirigeants et dirigeantes. Dans tous ces accompagnements, comment finalement tu les accompagnes sur les plafonds de verre qui seraient pas forcément propres à elles, en fait ? Alors, les dirigeantes que j'accompagne dans des cadres de start-up, par exemple, elles les ont fait sauter, les plafonds de verre. Okay. Elles les ont fait sauter. Pour autant, elles sont confrontées en permanence à une réalité qui est... j'ai plus les chiffres précis, mais l'ordre de grandeur est à peu près celui-ci. C'est que un homme a 90% de chances supplémentaires par rapport à une femme à faire une levée de fonds dans le cadre de start-up. Ça, c'est pas un plafond de verre, c'est une donnée statistique. Et 8% des startups qui sont financées et qui ont des levées de fonds sont dirigées par des femmes. C'est ça le... Donc ça veut dire que 92% sont dirigés par des hommes et c'est eux qui lèvent les fonds. Et là où en plus il va y avoir une contrainte supplémentaire, mais c'est pas un plafond de verre, c'est une injonction quasiment, une exigence supplémentaire, c'est qu'en plus aux femmes dirigeantes de start-up qui font des levées de fonds, donc les quelques pionnières ou ultra résistantes qui y arrivent, on va leur demander en plus, les fonds leur demandent en plus d'avoir des start-up à mission, des start-up à impact. Donc, elles vont se retrouver à devoir lever des fonds, produire du résultat dans des domaines à impact ou dans des domaines à mission. Donc, c'est vraiment, je trouve, particulièrement pervers comme système. C'est-à-dire
il y a une demande vraiment supplémentaire, une exigence supplémentaire vis-à-vis des femmes, en règle générale, des start-upeuses qui lèvent des fonds. Comment tu l'expliques ça, qu'aux femmes on demande, c'est l'ESS, c'est ça, Société Impact, ou c'est encore ça peut être okay. plein d'autres choses. Qu'on leur demande du coup particulièrement d'être une société à impact. Là, il faudrait plutôt interviewer des personnes qui ont travaillé sur l'histoire et la construction sociologique des sociétés, mais c'est moi j'ai envie de dire c'est une caractéristique de l'humanité en fait. C'est ni plus ni moins que des exigences supplémentaires vis-à-vis à une lettre près. Je pense que c'est dommage que la dyslexie soit pas glissée là-dedans, mais voilà que le sexe faible, dit faible, il est tellement faible qu'on lui en demande beaucoup plus. C'est dommage qu'on l'ait pas appelé le sexe fiable. Voilà, je trouve que ça aurait ramené les choses ailleurs, puisque s'il y a un sexe fiable, forcément, dans le message non dit, c'est qu'il y en a un autre qui le serait moins. Donc voilà, ça me permettrait d'être un peu taquine sur le sujet. Mais au-delà de ça, j'ai pas d'éléments d'explication. Okay. Tu es aujourd'hui cofondatrice, tu as été plusieurs fois cofondatrice. Alors je me trompe peut-être, mais j'ai envie de dire toujours avec des femmes, mais peut-être que c'est majoritairement avec des femmes. Je veux savoir si ça avait une importance pour toi spécifiquement de travailler avec des femmes. Alors, force est de constater que c'est quasiment qu'avec des femmes. Pour pas dire quasiment, c'est qu'avec des femmes. Je pense que j'ai un meilleur feeling avec. Je suis beaucoup plus en confiance, beaucoup plus en alliance. Il n'y a pas de rivalité. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui sont derrière. Je trouve que c'est plus simple. Voilà, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus riche. Ça avance beaucoup plus vite, en fait. Et de façon fiable, pour le coup. Je pense que là, je vais recevoir un tas de... Si le podcast fonctionne bien, va avoir un déferlement de critiques sur ce parti pris. Peu importe, dans tous les cas, c'est mon vécu, c'est mon expérience, et en cela, elle est inattaquable. Je trouve ça intéressant que tu parles de non-rivalité parce que tu travailles avec des femmes. Alors qu'il y a quand même beaucoup de personnes avec qui j'ai échangé qui parlent justement de la rivalité qu'on retrouve entre les femmes dans les entreprises et les directions. Et du coup, comment tu l'expliques plutôt que toi, tu te dises, il n'y a pas de rivalité parce que je travaille avec des femmes, en fait? Parce que les rôles sont clairement définis, que chacune des associées ou des cofondatrices ou des collaborateurs ou collaboratrices a son rôle, et que chacune a sa zone de pouvoir, en fait, et sur laquelle l'autre ou les autres peuvent avoir un regard pour être informés, mais n'auront pas un quelconque pouvoir de décision. Donc, moi, je trouve que et définir ces périmètres-là, voilà, c'est fait, c'est ajusté autant que de besoin. Mais il n'y a pas besoin d'y revenir. Il n'y a pas d'enjeu derrière. Il n'y a pas d'enjeu de territoire. Il n'y a pas d'enjeu qui fait pipi le plus loin, quoi, pour dire les choses simplement. Donc, c'est simple. Pour moi, c'est extrêmement simple. Pourquoi tu penses que tu peux être attaquée sur ce propos ? Parce qu'il y a plein d'hommes, et c'est pour ça que j'aime bien travailler aussi avec une forme de parité, parce qu'il y a plein d'hommes qui sont super sympas, il y a plein d'hommes qui sont super à l'aise avec leur côté masculin, il y a plein d'hommes qui sont super intéressants, et heureusement, il y a plein d'hommes fiables. Mais en tout état de cause, quand il y a besoin de constance, qu'il y a besoin d'effort, quand il y a besoin de mettre son ego un peu de côté, force est de constater que moi, je fonctionne mieux dans ces schémas-là avec les femmes qu'avec les hommes. Qu'est-ce que tu penses de la phrase de Christine Lagarde qu'elle a dit le 8 mars, qui est fewer testosterone, fewer ego, that helps. Je le traduis, c'est moins de testostérone, moins d'ego, ça aide. C'est pas faux. En tous les cas, moins d'ego, ça aide. Je pense qu'il y a un côté... Je pense qu'en fait, effectivement, il y a des différences physiologiques. C'est un fait. Bon. Je crois que c'est plutôt l'éducation, c'est plutôt le développement, c'est plutôt la maturité qui fait que ces éléments-là peuvent être régulés. Et c'est là aussi, ça demande un effort, ça demande un ajustement.
Oui, parce qu'il peut y avoir des excès de testostérone et que, la différence, c'est que dans le sexisme ordinaire, souvent on nous dit « ouais, mais c'est pas possible, t'as tes règles ». La bonne nouvelle, c'est que c'est sur des périodes, alors que la production de spermatozoïdes, c'est tout au long de la vie. Donc, nos amis masculins ont leurs règles en permanence, donc je vais trouver une expression masculine, produisent en permanence des éléments qui jouent sur leurs hormones. Donc, en fait, c'est une concentration et une régulation de tous les instants. Ce qui fait que c'est pas forcément si simple que ça non plus, à décharge. Pour revenir au travail avec les femmes, tu dis que c'est plus simple, que chacun a sa place, que la décision n'est pas prise par une seule personne. Après, ça, pour moi, c'est aussi un sujet de gouvernance. On pourrait imaginer que des hommes entre eux travaillent aussi comme ça. Mais comme tu le dis, c'est apparemment propre aux femmes. Vas-y. Alors, en tous les cas, moi, les personnes avec lesquelles je travaille, nous fonctionnons comme ça. Et quand ce soit des hommes ou des femmes, ça ne fonctionne plus comme ça. Nous convenons d'une séparation en bonne et due forme. C'est-à-dire que je ne conçois pas, moi, les choses autrement. C'est-à-dire que, pour faire simple, pour moi, parce que c'est la thématique du podcast, c'est le pouvoir au féminin. Le pouvoir, pour reprendre une expression, nous oblige. Le pouvoir nous oblige et c'est assez vertigineux en termes de responsabilité. Et en face de ça, si les personnes qui ont un peu de pouvoir ne prennent pas leurs responsabilités, moi, je vais être à peu près sans état d'âme là-dessus. C'est-à-dire que ça ne va pas matcher très longtemps. Voilà. Droit à l'erreur, bien sûr, droit à l'essai, évidemment, mais il n'empêche qu'avec le pouvoir, encore une fois, ça nous oblige en termes de responsabilité. Et là, moi, j'ai pas trop d'état d'âme. Et donc, que ce soit des hommes ou des femmes, s'il n'y a pas cette ouverture, s'il n'y a pas cette capacité de remise en cause, cette acceptation de s'être trompé, cette dimension de « ok, et comment je vais faire pour faire autrement la prochaine fois ?» eh bien, il n'y a pas de deuxième fois, quoi. C'est quoi les responsabilités de quelqu'un au pouvoir ? C'est d'être dans des décisions en permanence qui vont engager un peu plus que soi-même. Dans ma structure, effectivement, il y a des décisions qui sont prises et parfois, elles sont plutôt bonnes et elles nous ont assuré une forme de pérennité, de développement d'activité. D'autres fois, elles nous ont mis un petit peu en difficulté. Ouais, ça amène à faire attention aux impacts que les décisions que nous prenons peuvent avoir vis-à-vis de l'organisation, puisqu'on parle de direction de structure, vis-à-vis des gens qui y travaillent. Et là, moi, comme je pilote un organisme de formation, vis-à-vis de l'équipe pédagogique et vis-à-vis de celles et ceux que nous formons. Donc, c'est en ça qu'il y a une responsabilité. Et qu'est-ce qui serait pour toi un exemple de défaut de responsabilité ? Pour moi, un défaut de responsabilité, en tous les cas, ça pourrait être de se dire, je prends le temps de réfléchir parce qu'il y a plusieurs choses qui pourraient être un défaut de responsabilité. Faire le choix d'un programme de formation, par exemple, à minima, une espèce de nivellement par le bas, sous prétexte que c'est plus facile à apprendre, plus facile à comprendre, plus facile et donc plus facile à vendre, ou à vendre plus facilement à un gros volume. Pour moi, ça viendrait par rapport à l'exigence du métier de coach, ça viendrait là vraiment être un marqueur d'une responsabilité qui ne serait pas au bon endroit. Okay. Voilà, par exemple, sur cette permanence de l'exigence en tous les cas, et de la conscience des actions que nous conduisons et des effets qu'elles peuvent avoir. Le rapport à l'intégrité ? Par exemple. Ça marche. Mais comment est-ce qu'on définit le niveau d'exigence ? Chacun et chacune en fonction de son propre cadre de référence. C'est là aussi une aventure qui se partage quand on est dans de la gouvernance d'une organisation. Pour moi, ça va être un dossier qui n'est pas soigné sur tous les détails. C'est pas un dossier qui est abouti. Alors après, bien sûr, jusqu'où pousser le détail, est-ce qu'il y a des choses qui sont utiles, pas utiles, mais en tous les cas, moi j'aime bien cette idée de soigner les détails. Le fond, évidemment, et de soigner les détails, et tous les détails.
Je vais reprendre un extrait du discours de Christine Lagarde, parce que ça me parle. Toujours le 8 mars, elle disait, et là je vais le faire en français, elle disait qu'on ne voit pas, mais les femmes, avant de présenter leur dossier, avant de présenter, de faire ce qu'elles font, elles travaillent beaucoup plus, parce que tout doit être parfait, parce que justement, il y a une remise en question qui est possible. Et elle disait qu'il y a vraiment un travail supplémentaire qui est fait par les femmes, dans l'ombre finalement, pour arriver là où elles en sont. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Je pense que c'est assez vrai pour le constater aussi dans les accompagnements que je peux faire de femmes sur des postes à responsabilité, sur le fait qu'il y a une espèce là de pression, et je refais le lien avec le plafond de verre. Est-ce que c'est une vraie pression ? Est-ce que c'est une pression que nous nous mettons sur le fait qu'il n'y aura pas forcément de droit à l'erreur ? Ce qui nous amène forcément à travailler un peu plus nos dossiers. C'est possible. Enfin, c'est possible que ce lien de cause à effet là existe sur la croyance que nous aurons moins le droit à l'erreur. Ou est-ce que c'est un fait ? Je n'ai pas conduit d'études là-dessus pour l'affirmer. Ouais, mais je pense que c'est assez vrai. Ouais, je pense que c'est assez vrai. C'est regrettable, mais c'est assez vrai. Tu te retrouves là-dedans ? Pas du tout. Alors, moi, je sais que je bosse mes dossiers parce que j'aime bien soigner les détails. Je bosse mes dossiers parce que j'aime bien soigner les détails, parce que j'y mets aussi une marque de respect vis-à-vis de mon interlocuteur, de mes interlocuteurs ou de mes interlocutrices, vis-à-vis de moi-même. Voilà, j'aime bien que ce soit clean, quoi. Qu'est-ce que tu penses des femmes et du droit à l'erreur, du coup, dans la société ? Alors, je trouve que déjà, pour avoir croisé des personnes Canada-Québec, j'aime bien l'expression du droit à l'essai, plus que du droit à l'erreur. J'aime bien cette idée du droit à l'essai. Est-ce que les femmes y ont moins droit ? C'est un peu l'expérience qui me ferait dire que oui. Maintenant, le biais, c'est que c'est mon expérience et que je ne sais pas comment elle est transposable. Mais en tout état de cause, je pense que quand même globalement, encore une fois, par rapport à ce que je peux croiser comme accompagnement, le droit à l'erreur, si je reprends cette terminologie, est quand même moindre. Il y a une tolérance qui est moindre. Quels éléments de ton expérience te font dire ça ? Est-ce que tu as des exemples ? Je reprends ces femmes dans des startups qui lèvent des fonds. Je les ai vraiment accompagnées. Elles soignent tous les détails. Elles soignent vraiment tous les détails. Elles s'entraînent avec des questions qui sont vraiment parfois à la limite des questions parce qu'elles savent que c'est une réalité, presque des questions misogynes. Donc, si elles se trompent, ça va justifier le fait de ne pas leur donner des fonds. Donc, je crois qu'il y a une récupération assez rapide d'une erreur comme étant une faute, justifiant le fait de ne pas faire confiance. Je pense que c'est assez vrai, ça. Ah oui, moi j'aurais bien voulu ton avis en tant que coach, du coup, de ce que tu penses de cette vague d'accompagnement spécialisé pour les femmes. Excellente question, comme diraient nos amis politiques quand ils cherchent des éléments de réflexion avant de produire une réponse. Je vais faire le parallèle avec l'époque où j'étais dans le travail temporaire, où je travaillais à l'insertion des personnes porteuses de handicap. C'était les années début Mitterrand, avec des quotas. Et si les quotas n'étaient pas respectés, il y avait effectivement des pénalités financières. Donc la cause n'était pas forcément noble, qui permettait de travailler à l'insertion et à l'intégration de personnes porteuses de handicap dans les organisations, mais en tout état de cause, ça permettait de mettre un premier pied dans l'organisation. Et j'ai envie de dire, les programmes spécifiques d'accompagnement des femmes, c'est un peu du même acabit. C'est pas l'idéal, c'est vraiment pas l'idéal. Pour autant, ça permet de travailler sur une forme de sensibilisation au fait que, il y a quand même des situations qui sont pas justes. Il y a aussi probablement besoin d'accompagner ces femmes dans des sphères de pouvoir, parce que c'est là que ça se pose comme rééquilibrage. Et je trouve que pour avoir croisé une entreprise qui a des programmes comme ça d'accompagnement spécifiques pour les femmes,
Je pense qu'il y a du bon parce qu'il y a des plafonds de fer à faire sauter. Je pense qu'il y a du bon à d'autres endroits aussi. Et que, la particularité de leur programme, moi, que j'ai trouvé extrêmement intéressante, c'est qu'il y a un programme sur l'éloquence. Je fais le lien avec ce que nous disions tout à l'heure sur le fait de savoir s'exprimer avec éloquence. Et je pense que, oui, là, il y a un joli travail. Il y a un joli travail parce que ça va pas de soi quand depuis des années, il n'y a pas eu d'habitude à prendre la parole avec éloquence. Voilà, c'est intéressant d'avoir cette démarche-là. Je serais contente, moi, le jour où il y aura plus de sujets. Homme-femme, ce sera plus un sujet. Nous parlerons d'humanité. Je peux le rêver. Je pense que c'est pas pour demain. Tu viens de dire ces accompagnements, ce n'est pas l'idéal. Pourquoi tu dis que ce n'est pas l'idéal ? Oui, parce que l'idée, c'est pas parce qu'on est une femme qui a un besoin d'accompagnement. Voilà, je pense qu'il y a un côté un peu systématique dans ces programmes-là qui pour moi me questionne. Vérifier qu'il y a bien un besoin, vérifier qu'il y a bien une demande, ça me paraît l'élément nécessaire et ne pas rentrer dans ces programmes parce que ça fait partie du package, mais bien n'y rentrer pour les bonnes raisons, à savoir quel est le besoin, quels sont les enjeux, quels seraient les risques, si je le fais, si je le fais pas. Il y a besoin, à mon avis, de questionner la mise en route de ce type d'accompagnement individu par individu. Ce dont tu parles là, c'est dans les entreprises où il y a une formation automatique pour les femmes dans un cycle de coaching des femmes en fait, plutôt que juste une femme qui souhaite être accompagnée dans un cadre de coaching pour femmes parce que ça lui parle, c'est ça. Ok, donc juste pour que je le dise que tout le monde n'est pas forcément conscient de tout ça. Ok, ça marche. Du coup, revenons à l'éloquence, le fait de prendre la parole. Que penses-tu de l'éloquence des hommes ? Parce qu'on parle beaucoup des femmes de prendre la parole en tant que femme, la difficulté d'eux, mais et l'éloquence des hommes aujourd'hui ? Alors, elle n'est pas également répartie. Il y a des tribuns, et puis il y a des gens moins à l'aise. Est-ce que pour autant ce qu'ils ont à dire est moins intéressant ? Je ne crois pas. Mais voilà, il y a quand même une éloquence. En tous les cas, il y a une évidence à prendre la parole. Voilà. Pour eux, je trouve qu'il y a quelque chose qui va de soi. Il y a une espèce d'évidence à prendre la parole. Et puis après, l'avantage d'être un homme, c'est que souvent c'est une voix plus grave, plus forte, plus posée, et donc une voix qui porte plus, juste physiologiquement, voilà. Donc, ça nécessite de travailler sa voix là aussi pour qu'elle puisse être entendue. Mais voilà, je pense que c'est pas d'autre avis sur l'éloquence au masculin. C'est intéressant ce que je disais. J'avais vu dans un livre qu'à l'Assemblée nationale, les micros sont calés sur les voix des hommes. Donc du coup, la question de force de voix aussi et de tonalité de voix joue en fait, indépendamment de le fait de cette capacité à prendre la parole. Ok. J'ai une question un peu différente, mais ça te fait quoi d'être reconnue comme maître coach ? Ouais, ça me fait sourire. Ce sont des terminologies. Moi, j'aime bien l'idée que pour être maître, il faut servir. Donc, ça me responsabilise un peu plus sur le fait de transmettre. Alors, je l'écris pas de la même manière, bien évidemment, mais dans maître, j'aime bien transmettre. Voilà. J'aime bien cette idée de transmission. J'aime bien cette idée de maîtrise. J'aime bien l'idée de la maîtrise. On dit la maîtrise de France Inter, hein. Il me semble aussi que c'est le micro peut-être là qui m'inspire. C'est cette idée de recherche de l'excellence au service du plus grand nombre. Voilà, si je reviens sur cette terminologie-là de maître coach et de comment elle est portée au sein d'ICF, je crois que ça nous engage là aussi, nous, en termes d'exemplarité, en termes de responsabilité. Ça nous engage en termes de discernement, de justesse de propos. En tous les cas, c'est comme ça que je le vis. Et sur cette idée de prendre le temps à transmettre aussi. Ok. Je vais revenir au tout début de l'histoire. Tu parlais d'être un garçon manqué. Mm-hmm. Si tu devais donner un conseil à la personne que tu étais, et donc j'avais écrit avant de devenir directrice, mais j'ai envie de te dire au petit garçon manqué que tu étais, ce serait quoi ? Change rien. Assurément, change rien. Est-ce qu'il a changé à un moment ou à un autre ? Un peu cabossé par endroits, un peu abîmé à d'autres, un peu embelli par ailleurs.
Oui, le garçon manqué que j'étais a changé, ne serait-ce que parce que les années se sont écoulées. Mais au fond, je crois pas tellement. Je suis toujours énervée par les mêmes choses, en colère pour les mêmes choses. Je crois que non, ça n'a pas tellement changé cette histoire-là. Que souhaites-tu pour les générations du coup de dirigeantes, présidentes, cofondatrices à venir ? Ce que je pourrais dire, c'est de se faire plaisir, parce que c'est effectivement un circuit de la récompense qui va permettre de garder l'énergie, la motivation sur la durée. C'est de se faire plaisir et d'être consciente des responsabilités que ça amène, et que c'est pour moi aussi extrêmement nourrissant de se dire voilà, j'ai pu contribuer à mon niveau, à faire que ce soit un tout petit peu meilleur. Voilà. Et pour les directeurs, présidents et cofondateurs, qu'est-ce que tu leur souhaites ? Je leur souhaite là aussi de se questionner un petit peu plus, parce que je pense que le plaisir, ils n'ont pas trop de... de se questionner en se disant et si nous partagions effectivement ces sommets de pyramides, parce que malgré les pyramides inversées, les entreprises libérées, force est de constater que malgré tout, la gouvernance n'est pas encore tout à fait partagée. Et je pense qu'il y a un bel enjeu là, et c'est peut-être cette période de chaos là que nous traversons peut y conduire à des gouvernances partagées et intelligentes. Quelles questions tu leur proposes de se poser ? J'adorerais poser des questions du style comment vous conciliez vie perso, vie pro, comment vous vous organisez pour aller chercher les enfants à l'école. Voilà, j'adorerais. Alors cette idée n'est pas de moi, parce qu'il y a quelqu'un de très brillant qui a posé des questions que l'on pose aux dirigeantes. Elle les a posées aux dirigeants, et j'adorerais que les réponses aillent de soi des deux côtés. Et du coup, dernière question, qu'est-ce qui doit fondamentalement changer dans les entreprises et ou la société pour arriver à une égalité de pouvoir, selon toi ? Alors j'ai un peu du mal à répondre à ça parce que j'y crois pas fondamentalement. Okay. Je crois pas parce que, pour moi, une des caractéristiques de l'être humain, ça reste quand même bien ces enjeux de pouvoir, de territoire. J'ai la plus grosse bombe atomique, j'ai plus de richesse que toi, j'ai plus de mon pays est plus grand que le tien. Et c'est vrai à tous les niveaux, malheureusement. Donc, et les femmes, parfois, à ces sommets-là, sont pas forcément plus exemplaires. Je crois que ce qui pourrait être vraiment chouette, c'est de travailler autour du pouvoir pour, plutôt que de travailler sur des envies de pouvoir sur. Tu peux préciser ? Oui, le pouvoir sur l'autre, la domination. Ça, c'est dommageable pour moi en termes de progrès humain. Et j'aimerais bien que petit à petit, nous passions du pouvoir sur au pouvoir pour, du pouvoir pour l'autre, du pouvoir pour soi, du pouvoir pour du meilleur, du pouvoir pour... Voilà, que ce soit un pouvoir de construction, plus que d'un pouvoir qui amène à des destructions. Donc du pouvoir pour, plutôt que du pouvoir sur. Merci beaucoup. Merci à toi. Si cet épisode vous a plu, dites-le moi dans les commentaires et avec des étoiles. Vos retours sont précieux, vos partages aussi, si vous pensez que cet épisode peut parler à votre entourage. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram et LinkedIn, et je vous retrouve avec plaisir au prochain épisode.